Je comprends pas que tu me dis ça. Vous êtes où, madame? Vous êtes où? C'est une information qui nous parvient à l'instant, une prise d'otage en cours à l'intérieur du Bataclan. Allô, ça vient de Paris, bonsoir. Il y avait un homme avec une mitraillette, il a tiré sur tous les gens qui étaient dans le bar, ils sont envoyés des secours immédiatement, monsieur. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime... Oui, bonsoir, il y a eu une fusillade... Ça y est, monsieur, les moyens sont engagés. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Oui, bonjour, on vient de prendre des balles à côté du Bataclan. Mon mari est blessé, moi aussi. On est vraiment pas bien, je vais bientôt... Les secours sont déjà partis, madame. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. Allô, oui, c'est les pompiers, vous êtes à quelle adresse là? Bonjour, Global Selfie. Ils sont encore là les tireurs là ou pas? Oui, ils sont là. Ils sont encore là? C'est une horreur. L'urgence pompier. Bataclan, fusillade. Oh, d'accord, ok, vous êtes sortis? Non, tous dedans. Vous êtes tous dedans? Vous êtes enfermés avec combien de personnes là? Oui, 2 personnes qui tirent en mitraille. Ils sont toujours dedans là? Ça tire dans le Bataclan là. Ouais. Regarde, on entend les coups de feu. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. Ça tire à la calache, non? Oh là là. Oh putain, vas-y, nique sa mère. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Le concert s'est arrêté, tout le monde s'est couché à terre et continue à tirer sur les gens. Et là, putain, c'est un enfer. Je voulais juste que ma mère soit là. C'est un cauchemar. 13 novembre 2015, une date que la France n'oubliera jamais. La nuit la plus meurtrière de l'histoire française récente. 132 morts, plus de 400 blessés et un pays figé dans la sidération. Pourtant, des alertes avaient été lancées, des signaux existaient et des suspects étaient même déjà connus des services. Alors ce drame, aussi inimaginable soit-il, aurait-il pu être évité ? 10 ans après, le 13 novembre 2025, on refait le fil de l'histoire. Aujourd'hui, on revient sur les erreurs, les failles et les conséquences d'une nuit qui a tout changé dans ce grand décryptage en clair. Pour comprendre le contexte du 13 novembre, replongeons quelques mois plus tôt. Nous sommes début 2015 et la France est marquée par une vague d'attaques terroristes. 11e arrondissement de Paris, 10 rue Nicolas Appert. 2 hommes lourdement armés sortent d'une voiture. Vous les connaissez certainement, leur nom, les frères Kouachi. Des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. Ils pénètrent dans la rédaction de Charlie Hebdo et ouvrent le feu. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal de 20h consacrée à l'attentat le plus meurtrier que la France ait connu depuis plus de 50 ans. 12 personnes seront tuées, parmi elles des journalistes, des policiers et des dessinateurs emblématiques. Quelques minutes plus tard, bis repetita, les frères Kouachi vont de nouveau descendre de leur véhicule.
dans leur fuite, ils abattent froidement un policier à terre, à l'endroit même où je me trouve. Ici, boulevard Richard Lenoir, son nom, Ahmed Merabé, lieutenant de police. La scène, filmée, devient l'un des symboles de cette semaine de terreur. Le 8 janvier, à Montrouge, une jeune policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, est à son tour abattue alors qu'elle intervenait sur un simple accident de la route. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qui venait de tirer, Amédi Koulibaly, appartenait au même réseau que les frères Kouachi. Le 9 janvier, ce même Koulibaly prend d'assaut un supermarché cachère, ici même, porte de Vincennes, l'hyper cachère. Nous sommes un vendredi après-midi, juste avant la traditionnelle fête du Shabbat. 4 otages seront abattus pour leur confession juive. La fusillade est très nourrie, les hommes du raid sont à l'intérieur, ils ont des grenades assourdissantes visiblement. Les images les plus saisissantes sont des documents amateurs comme celui-ci, diffusé par France 2. Après quelques secondes, on aperçoit clairement le terroriste se jeter sur eux, arme à la main. Il est abattu. L'épilogue d'un cauchemar qui a tenu en haleine pendant plus de 50 heures les médias du monde entier. Cette semaine de terreur choque la France entière. Le pays s'unit et se lève derrière cette phrase devenue universelle « Je suis Charlie ». Le problème, c'est que cette unité nationale n'allait pas durer. En Belgique, à Molenbeek-Saint-Jean, une commune populaire de Bruxelles, mais aussi du côté de Verviers, des filières terroristes s'organisent. De jeunes Belges et franco-belges se radicalisent, rejoignent la Syrie, puis reviennent. Parmi eux, plusieurs futurs membres du commando du 13 novembre. Leur point de chute, Raqqa, en Syrie, au sein d'un groupe armé qui venait de bâtir un califat, Daesh. Son projet, transformer chaque attentat en symbole, chaque tueur en soldat et frapper là où l'Occident se sent le plus vivant. Pourtant, dans l'ombre, les services de renseignement alertent, mais ces signaux restent lointains, abstraits. Le terrorisme semble encore appartenir à un ailleurs. Le 13 novembre, cette insouciance a pris fin, parce qu'à 21h17, tout a basculé. Nous sommes le 13 novembre 2015, il est 20h45 et Salah Abdeslam vient de déposer 3 djihadistes à Saint-Denis aux abords du Stade de France. Le commando ne parvient pas à pénétrer dans l'enceinte du stade, décision est donc prise de se rabattre sur le parvis. À 21h16, une première explosion retentit. Ahmad Al-Mohammad vient d'activer son gilet explosif rempli de TATP et de boulons. Un chauffeur de bus perd la vie, le match France-Allemagne continue. 5-6 mètres devant moi, il y a une jambe. Et pas le reste du corps. Donc là, ce qui a attiré mon regard, c'est la basket blanche. Et là, je tourne la tête à gauche et je vois le reste du corps qui... Donc je m'approche, le corps est coupé en deux, et je vois 2 fils électriques qui sortent du t-shirt. Donc là, si vous voulez, j'ai acquis l'absolue certitude que c'était un kamikaze qui s'était fait sauter. Et alors, dans l'intervalle entre mon interrogation et le constat que c'était quelqu'un, il y a le deuxième qui se fait sauter. Il est 21h20 et le second terroriste, Mohamed Al-Mahmoud, vient d'activer son gilet explosif. Heureusement, personne ne décède à part lui. 21h21. Dans les tribunes, François Hollande comprend que quelque chose de grave est en cours. Il est informé des événements, mais à ce moment-là, personne n'imagine encore l'ampleur du drame. La rencontre se poursuit pour éviter un mouvement de panique. Le réseau de télécommunications est toutefois coupé pour empêcher toute coordination des potentiels terroristes restants. Oui, TN 750 de TNT, donc confirmation sur le Stade de France, 2 explosions. Nous aurions dans un premier temps actuellement peut-être 2 Charlie Delta. On ne veut pas croire qu'il puisse y avoir le premier signe qu'il y a une attaque. Donc on met ça sur le compte de la bombe agricole que certains supporters peuvent faire éclater à l'extérieur du stade ou d'un pétard. Mais quand il y a une deuxième détonation, quelques minutes après, il n'y a plus de doute.
enfin de ma part, il n'y a plus de doute. La responsable de mon service de sécurité présidentielle m'informe à ma place, donc on doit être à la 30e minute de jeu, qu'il y a une personne décédée à l'extérieur du stade. Peut-être deux. J'attends la mi-temps et je me rends dans le lieu où on a toutes les images. Au moment même où je découvre les images de ce qui s'est passé à l'extérieur du stade, je suis informé qu'il y a une attaque sur des terrasses à Paris, quasiment au même moment, et avec des chiffres qui sont de plus en plus lourds en termes de victimes. Quelques minutes plus tard, François Hollande quitte discrètement le Stade de France pour rejoindre la future cellule de crise. Pendant ce temps, dans Paris, une tuerie de masse se prépare. Près de 400 balles de Kalachnikov seront tirées sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements. 21h24, Abdelhamid Abaoud, Shaki Bakrou et Brahim Abdeslam descendent tout droit de leur véhicule et se mettent à tirer sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Plus de 200 cartouches seront tirées, 13 personnes perdent la vie, 10 sont en urgence absolue et 12 en urgence relative. Ouais, TN 750, donc on aurait 3 individus en fuite à bord d'un véhicule, c'était au niveau de la rue Bichat, on aurait une quinzaine de coups de feu, c'est suivi. C'est bien reçu, TNPS. Ouais, je vais demander de silence. Hein. Donc, baissez Alpha, il faut absolument du monde sur place. Hein. J'ai plein de blessés par balle. Donc, tapez-moi des SP en plus. Hein. Il y a plein de blessés. Hein. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a des gens qui étaient dans le restaurant, des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Merde. Oui, c'est quoi? Il y a des coups de feu dans le 11e arrondissement. C'est quoi la rue, madame? C'est quoi la rue? 5 rue de la Fontaine-au-Roi. Rue de la Fontaine-au-Roi au 5. À 21h26, le commando terroriste s'arrête rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e. Il vise la Bonne-Bière et la Casa Nostra. 5 personnes décèdent, 8 sont gravement blessées, 5 légèrement. On ne l'entend pas sur ces images de vidéosurveillance, mais les tirs sont extrêmement nourris. Le tireur est en haut à gauche, armé de sa Kalachnikov. Une femme assise en terrasse est blessée au bras. Elle court se réfugier derrière le bar, suivie par un homme qui se jette au sol. Le tireur se retourne et vise dans une autre direction. D'autres clients en profitent pour s'échapper ailleurs dans la rue ou à l'étage. Puis l'homme revient sur la terrasse. Il pointe sa Kalachnikov sur 2 femmes cachées sous les tables. Est-ce que son arme s'enraye? Il ne tire pas. Miraculeusement indemne, une première femme se relève. Puis la seconde. Elle s'enfuit. La voiture du commando est juste devant la terrasse. Le tireur monte à bord et disparaît. 21h36. Les terroristes mettent une nouvelle fois pied à terre et tirent cette fois 164 munitions de Kalachnikov sur la terrasse de la Belle Équipe. 21 personnes y laissent la vie, 10 sont en urgence absolue et 5 en urgence relative. Rappel général de Z750, à tout poste fixe et mobile, vous prenez note pour la chef d'un véhicule. Donc, police secours nous informe de plusieurs tirs au niveau de la rue Bichat, ainsi que sur la rue de la Polymérie-Cour sur le 11e arrondissement. On recherche des individus à bord d'un véhicule Golf uniforme Tango 180-53. Donc l'immatriculation Golf uniforme Tango 180-53. Peut-être une Seat Ibiza, sous toute réserve. Merci à tous. 5 minutes plus tard, Brahim Abdeslam entre seul dans le comptoir Voltaire. Il se tient le visage et baisse la tête. Selon les témoins, il ne prononce aucun mot, puis une lumière blanche jaillit soudainement de son dos. Brahim Abdeslam vient de déclencher son gilet explosif. Il est le seul à mourir, mais 3 personnes sont grièvement blessées et 13 en urgence relative. 21h41, Paris
plonge définitivement dans l'horreur. Les attaques ont commencé depuis une vingtaine de minutes. 39 victimes sont déjà mortes, 31 personnes sont en urgence absolue et 41 en urgence relative. Pour la précision, sur le bar au comptoir Voltaire, le nom du bar, ce n'est pas la Kalachnikov, c'est un individu qui a jeté quelque chose, apparemment une bombe, puisqu'il fait des boulons partout. Les chaînes info se mettent à parler de fusillade dans Paris, sans toutefois comprendre qu'il s'agit là d'une attaque coordonnée. Bonsoir à tous, bienvenue dans Week-end Direct sur BFM TV. Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir dans le 10e arrondissement de Paris. C'est l'information de la soirée, on en parle avec vous, Neila Latrousse. Vous êtes sur place dans ce quartier à proximité de la station Goncourt, dans le 10e arrondissement de la capitale. Une fusillade est intervenue dans la soirée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Les témoins évoquent, eux, des scènes de guerre. Les premières images qui circulent sur les réseaux sociaux sont insoutenables. Personne ne pensait voir ça un jour en plein cœur de la capitale. La ceinture, elle est où? La ceinture? Il y a plein de blessés, il y a plein de morts. Oh, c'est pas vrai. Oh, les pauvres. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, les pauvres. Oh, c'est pas vrai. TN11 ou de TN82. Transmettez. Avez-vous un retour sur la rue de la Folie Méricourt? Non, aucun retour. Par contre, on a des coups de feu au Bataclan. Coups de feu au Bataclan. Apparemment, tout le monde est en train d'évacuer les lieux. Ça court dans tous les sens. On a des caméras, ça se voit. Il est 21h47. Un troisième commando vient de s'arrêter devant une salle de concert qui, malheureusement, deviendra mondialement connue, le Bataclan. Une fusillade de 7 minutes. Le premier qui bouge, qui ne peut pas ce que je dis, on lui met une balle dans la tête. Est-ce que c'est clair? Vous voulez un exemple? C'est clair? Celui qui essaie de faire le justicier, je ne veux plus. Aujourd'hui, l'heure de la revanche est arrivée. Vous entendez votre gouvernement français. D'accord? Comme ils font, on l'a fait. C'est exactement ça. Ce qui me frappe, c'est déjà la décontraction. Mais à un moment donné, ils vont même rigoler parce qu'il y en a un des deux qui n'arrive pas à recharger sa Kalachnikov et l'autre se fout de lui en fait. Et il se moque. Ce soir-là, 1500 personnes assistent au concert du groupe de rock Eagles of Death Metal. Les terroristes pénètrent dans le Bataclan et tirent 258 balles de Kalachnikov. Et puis soudainement, les choses se sont calmées d'un coup. Et il n'y a eu plus de coups de feu. La lumière était totalement rallumée, une lumière très crue, très vive. Il n'y avait plus un bruit. Il y avait le bourdonnement des amplis. Au rez-de-chaussée, l'un des terroristes fait de nouveau feu. Mais au coup par coup, cette fois. Il est extrêmement méthodique, extrêmement précis. C'est une balle dans la tête. Il est parti du haut de la fosse et il faisait des mouvements latéraux comme ça. Et il se rapprochait peu à peu. Il donnait des coups de pied et puis il exécutait ceux qui étaient encore vivants. Pompiers. Au PC des secours, les appels des premiers témoins, de plus en plus angoissés. J'ai une fusillade, un concert au Bataclan ce soir. Ouais, excuse-moi, Bataclan, il y a des tirs. Alors, oui, non, je même dis au Bataclan, des gens avec des Kalachnikov. Il y a une fusillade au Bataclan. Dans le Bataclan, madame? Une fusillade. À l'intérieur, les tirs continuent. Devant la salle de spectacle et jusque dans l'entrée, des témoins incrédules filment la scène. C'est dingue. C'est une information qui nous parvient à l'instant, une prise d'otage en cours à l'intérieur du Bataclan. Deux policiers de la BAC en route vers le Stade de France entendent sur les ondes que des tirs sont signalés au Bataclan. Ils changent d'itinéraire et décident de se diriger vers la salle de concert.
nous avons entendu sur les ondes. Donc le premier appel 17 police secours pour une fusillade au Bataclan. Et contre toutes les consignes, 2 policiers de la BAC décident de rentrer, pistolet à la main. Nous avons poussé les portes de l'enfer. 750 et 52 Alpha, 52 Alpha, parlez. Je suis dans le Bataclan, plusieurs dizaines de morts. Individus retranchés à l'étage certainement, qui font toujours feu. Plusieurs dizaines de morts. On est à 2, on peut difficilement progresser. Au même moment, Bilal Adfi, le dernier terroriste vivant du commando de Saint-Denis, active sa ceinture explosive près d'un McDo. Bilan, 50 blessés. Parallèlement, du côté du Bataclan, les policiers de la BAC 75e engagent des tirs afin de neutraliser le terroriste. Un des terroristes se trouvait sur scène avec un des otages qui avait essayé de prendre la fuite et lui intimait l'ordre de se coucher au sol. Et ça nous a permis effectivement de voir qu'il y avait un individu donc porteur d'une arme de guerre sur la scène en train de menacer un otage qui pour nous à cet instant-là était le dernier survivant du Bataclan. Sur la scène, l'un des terroristes leur donne l'ordre de reculer. Les policiers font feu, le terroriste actionne son gilet explosif. Les 2 derniers djihadistes ripostent. Les 2 policiers de la BAC sont obligés de se replier. Tirez-vous de là, putain! Dans le quartier, la tension est maximale. Et dans les rues alentours, des passants fuient, avec parfois des enfants dans les bras. Pousse-toi, Lucas, pousse-toi! Les premiers blessés sont évacués à la hâte. 22h, les services de l'État se mobilisent. Une cellule interministérielle de crise est alors ouverte au ministère de l'Intérieur pour coordonner les décisions. On a entendu un autre équipage de notre unité qui se trouvait déjà au Bataclan et qui annonçait de nombreux tirs avec des gens paniqués qui couraient partout. Donc on a descendu toute la rue et on est arrivé au niveau de la salle de spectacle Bataclan. Et le hasard a fait que le premier équipage de notre unité était devant la voiture des terroristes et moi qui conduisais ce jour-là, quand j'arrive, je me mets derrière la voiture des terroristes. Donc là on ne sait pas trop ce qui se passe. On entend des tirs, on entend des cris de panique et on se met à un angle d'une rue perpendiculaire au boulevard qui passe devant la salle de spectacle du Bataclan. Et au moment où on lève la tête, on a une première rafale qui nous déstabilise, on recule. Bravo 14 de Z750. Avec votre véhicule, essayez de vous rapprocher de la 952 Conve qui se trouve au niveau du passage Saint-Pierre et Amelot. Donc ils font l'objet de tirs de Kalachnikov à ce niveau-là. Donc rapprochez-vous de ces effectifs pour leur prêter assistance. A priori les gens leur tirent depuis les fenêtres, donc j'ai pas d'autres précisions. On a TI-52 pas également dans les locaux du Bataclan, donc vigilance à tous. Z750 de bac 952 11. 52 11, parlez. Au niveau du Bataclan, on s'est fait tirer dessus. On a tiré 2 fois au pompe. Monsieur reçu 952 11. Je vais faire rapprocher de vous la 52 Bravo 14, 52 Bravo 14 de la Bakken. 750 de TNPS. PS, parlez. Alors on a un appel de requérant qui nous signale qu'il y a encore 2 ou plus d'individus dans le Bataclan, dans les étages. Le requérant nous signale qu'il y a aussi des enfants cachés dans les faux plafonds au niveau du toit. Il nous demande d'envoyer du monde par le toit du Bataclan au 54 volontaires. À 23h15, après avoir sécurisé le rez-de-chaussée et libéré les otages, les hommes de la brigade de recherche et d'intervention progressent. Les hommes de la BRI montent au balcon, avancent dans le couloir, puis se retrouvent nez à nez avec une porte close. Derrière elle, les 2 terroristes encore vivants, retranchés avec 11 otages. Ils ont communiqué un numéro de téléphone qui est celui d'un otage
pour pouvoir être appelé par le négociateur, c'est-à-dire moi-même. Il y a une longue revendication. Et ensuite, un ultimatum. Il demande à ce que la colonne d'intervention dégage le plus vite possible, sinon ils vont couper la tête d'un otage. Vite, vite, vite! Rentrez chez vous, reculez! Minuit 18, la BRI donne l'assaut final. La tête de colonne progresse avec le bouclier Ramsès qui comptera 27 impacts de Kalachnikov après l'opération. Sur cet impressionnant bouclier en Kevlar d'1,80 m, les cicatrices de 27 balles de fusil d'assaut. Quand la porte s'ouvre pour rentrer et débuter l'assaut, un des terroristes a vidé son chargeur de Kalachnikov sur le bouclier. Ces stigmates de l'intensité et de la dangerosité des missions de la BRI sont devenus un héritage. Quand le go est donné, j'avance, toute la colonne est derrière, et quand vous êtes devant et que vous poussez le Ramsès et que vous sentez une quinzaine de bonhommes, même si on a peur, on se sent très fort. On se sent très fort parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, on sait qu'il faut y aller, qu'on va y arriver, et donc je suis persuadé qu'on va y arriver. Quand la porte s'ouvre, il y a un déluge de feu. Un des terroristes va vers le fond du couloir et l'autre, en fait, à peu près 5 mètres de distance, vide l'ensemble de son chargeur. Donc un Kalachnikov, c'est entre 25 et 28 cartouches. Et la quasi-totalité des projectiles viennent percuter le bouclier. Le deuxième terroriste se réfugie au fond. Il faut bien comprendre que c'est grâce au courage de celui qui était derrière le bouclier, bien qu'il s'arrête au moment des impacts, dès que le chargeur est terminé, il reprend sa course en avant. Je pensais avoir avancé beaucoup, mais en réalité peu, jusqu'à ce que je sente un escalier, parce que le Ramsès commençait à tomber. Malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que le bouclier il est très lourd, hein, il bascule en avant, et il bascule d'ailleurs sur des otages qui sont présents, parce que dès qu'on a commencé à ouvrir la porte et juste après le gros de la fusillade, les otages viennent vers nous parce qu'ils veulent s'échapper de cet enfer en fait. J'ai avancé jusqu'à ce que je vois une silhouette noire au fond qui était apparue et qui voulait en découdre, et à ce moment-là j'ai tiré 2 balles dans sa direction. On arrive à peu près 3-4 mètres du fond du couloir qui donne sur cet escalier en colimaçon. Et là, on entend un gros boom. On sent l'effet de souffle, mais pas de projectile. On continue d'avancer et là, on découvre le premier donc, qui a actionné sa veste explosive. Il y a bien un kamikaze qui s'est déclenché, mais il y a encore un terroriste qui est en contrebas, qui a été plus ou moins soufflé par la première explosion de son camarade. Et qui essaie d'actionner à son tour son gilet explos, donc qui doit être neutralisé par le numéro 2 du groupe. L'opération s'achève, la BRI évacue les derniers otages. Cependant, 90 personnes ne ressortiront jamais du Bataclan ce soir-là. Main en l'air, hébétés, les derniers spectateurs évacués du Bataclan. Ils viennent d'échapper à la mort. Il est minuit 25. L'assaut vient de se terminer. Épilogue du pire attentat commis en France depuis la libération. Dans les coursives, ces spectatrices apeurées qui se soutiennent, guidées vers la sortie par un policier. Au matin, le bilan tombe. 130 morts selon le gouvernement, 132 selon le monde. Plus de 400 blessés au total et des centaines de vies brisées. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire contemporaine de France. Et au-delà du drame humain, cette nuit a marqué un tournant. Dans les heures qui suivent, François Hollande décrète l'état d'urgence sur tout le territoire. Il est 23h53, François Hollande prend la parole. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours
dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'un tel régime est instauré. L'armée se déploie dans les rues, les perquisitions administratives se multiplient et des assignations à résidence sont même ordonnées sans décision de justice. Mais surtout, cet état d'urgence va permettre aux forces de l'ordre d'avoir carte blanche. La traque commence pour retrouver les 3 terroristes encore en vie. Cellule alerte attentat, que puis-je faire pour vous? C'est pour vous dénoncer que le terroriste qui passe à la télévision, il est pas mort. Quand Sonia leur dit Abaoud a des baskets oranges qui font le lien avec la vidéosurveillance de la RATP, les enquêteurs tombent de leur chaise parce que pour eux, Abaoud est en Syrie. Le témoignage de Sonia relève d'un énorme coup de chance, mais surtout il va être crucial. La France vient d'éviter de nouveaux attentats. Le témoignage de Sonia est alarmant puisqu'elle l'explique qu'ayant rencontré Abaoud, elle sait qu'ils vont agir de nouveau, pas n'importe où, à la Défense, contre un commissariat, contre d'autres cibles multiples et qu'ils vont tirer dans la foule. En fait, c'était une attaque simultanée. C'est-à-dire qu'en fait, il y en avait un qui faisait le centre commercial, un autre qui était à la crèche et l'autre qui était au commissariat. Je crois qu'il a voulu reproduire ce qu'ils ont fait sur Paris. De manière à ce que la police elle soit éparpillée ou ils se focalisent pas sur un endroit. Sonia va révéler aux enquêteurs une information clé, la cachette d'Abaoud. Les enquêteurs se rapprochent d'un buisson. Ce buisson conspiratif où Abdelhamid Abaoud a passé 4 jours et 3 nuits. Et vers 20h, un événement décisif, on voit arriver une jeune femme avec un visage très particulier. Les enquêteurs reconnaissent la cousine d'Abaoud. Elle fait un signe, un premier homme sort de ce buisson, puis un second, avec des baskets oranges, et là on se rend compte que Sonia a dit vrai et qu'on a sans doute en face de nous Abdelhamid Abaoud, l'homme qu'il recherche depuis les attentats du 13 novembre. 18 novembre 2015, le raid lance l'assaut dans leur planque de Saint-Denis. Depuis tout à l'heure, ça tire. Cette première phase d'assaut, elle va durer quand même plusieurs dizaines de minutes. C'est assez long. Alors que ça tire dans tous les sens, on entend la voix d'une femme qui hurle. Et c'est donc Asna, la cousine d'Abdelhamid Abaoud, qui est à la fenêtre et qui demande à sortir, qui demande à être évacuée. Il est où ton copain? C'est pas mon copain! Il est où? C'est pas mon copain! Restez là! Vous êtes les mains! Il voit pas ses mains et elle s'éloigne.
Red décide de faire de nouveaux tirs de grenade et de recommencer les tirs de saturation au niveau du palier. Et ça explique aussi la durée de cette intervention. Ce tir de saturation durera extrêmement longtemps. Plus de 1500 munitions seront tirées qui cribleront littéralement tous les murs de l'appartement. Ni Abaoud, ni son complice, ni sa cousine n'ont été tués par les hommes du raid. En fait, ils sont morts suite au déclenchement de la ceinture explosive du complice d'Abaoud, Shaki Bakrou, qui criblera de boulons Abaoud et provoquera en partie l'effondrement de l'immeuble. Et Asna, la cousine d'Abaoud, mourra étouffée sous les décombres. Salah Abdeslam, lui, prend la fuite vers la Belgique. Les deux amis prennent leur voiture, ils fument des joints pendant tout le trajet, ils arrivent à Paris, ils viennent chercher Salah Abdeslam. Salah Abdeslam monte dans la voiture et ils repartent vers Bruxelles. Sur la route du retour, leur véhicule est contrôlé par la gendarmerie. Les passagers du véhicule répondent même à des journalistes belges qui interrogent les automobilistes sur les contrôles routiers quelques heures après les attentats. Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle, comme ces 3 jeunes de type maghrébin. Avec celui-là, c'est le troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Mais on a compris un petit peu le sens. Le pourquoi, en fait. Après, on a su le pourquoi. Lors du contrôle, les gendarmes entrent le nom des 3 passagers dans un système européen de signalement pour voir s'ils sont recherchés pour activité terroriste. Les Français regardent dans un fichier qui est différent de celui dans lequel les Belges avaient renseigné le signalement de Salah Abdeslam, et donc ils ne voient pas qu'il est recherché, et donc ils leur disent vous pouvez continuer, on a autre chose à faire aujourd'hui, parce qu'on est quelques heures après les attentats. S'en rendre compte 1 heure à peine après l'avoir contrôlé, mais à ce moment-là il est déjà trop tard et Salah Abdeslam est déjà en Belgique et est prêt à rentrer dans la clandestinité. Il sera arrêté à Molenbeek 4 mois plus tard, le 18 mars 2016. À 16h40, les événements se précipitent. Tout à coup, Salah sort de l'immeuble en courant. Il continue de courir malgré les sommations. Alors il est immédiatement neutralisé par la tête de colonne qui fait feu. Après 4 mois de cavale, l'ennemi public numéro 1 est interpellé. Initialement prévu pour 12 jours, l'état d'urgence durera finalement 2 ans. Une partie de ces mesures sera ensuite inscrite dans la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Le pays entre alors dans une ère de surveillance renforcée. Les contrôles, la fermeture de mosquées et la collecte de données deviennent des outils permanents de l'État. Le parquet national antiterroriste est créé pour centraliser les enquêtes. Son nom, le PNAT. La France se protège, se durcit, mais ce basculement a un coût. La société se crispe, les débats sur la laïcité, l'islam politique ou les libertés publiques s'enflamment, et dans les années suivantes, d'autres attentats ravivent la plaie. Nice, que j'ai vécu personnellement, ou encore Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray, Trèbes, Strasbourg, Conflans-Sainte-Honorine, le terrorisme devient un élément permanent du paysage français. Pendant ce temps, une nouvelle ère médiatique et générationnelle s'installe. Le 13 novembre va aussi marquer un tournant dans notre rapport à l'information. Cette nuit-là, tout s'est vécu en direct. Twitter, Periscope, Facebook, même les chaînes d'infos, toutes deviennent les témoins instantanés de la tragédie et les images circulent avant les communiqués officiels, les vidéos de panique, les sirènes, les alertes, tout s'étale à une vitesse inédite. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes. Il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Barrez-vous. Charles-Osbar. C'est la première fois qu'un attentat de cette ampleur est vécu en temps réel par tout un pays. C'est la naissance de l'ère du direct du terrorisme. Une époque où la peur se diffuse à la vitesse d'un tweet et où chaque citoyen devient relais, témoin ou analyste. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît.
qu'est-ce qui se passe? Hein? Le rapport à l'actualité change. On ne lit plus un attentat, on le vit. Et cette sidération permanente redéfinit la manière dont les médias traitent la peur. Ce lieu qui va du 3e arrondissement de Paris jusqu'au 10e, qui regroupe principalement le 11e arrondissement de Paris et bien sûr le tristement célèbre la rue Appert où se trouvaient les locaux de Charlie Hebdo. On ne peut pas ne pas y penser ce soir évidemment. Eh bien, tout ce quartier-là est entièrement bouclé, tout est bouclé, tout est fermé. Les policiers ont des gilets pare-balles, ils ont des fusils à pompe, ils ont des armes automatiques. C'est très impressionnant et pour l'instant ils repoussent bien sûr les piétons, les quelques piétons qui se trouvent juste à côté de moi et les voitures qui pourraient encore arriver jusqu'ici, mais j'ai l'impression que le boulevard Saint-Martin a été bloqué en amont désormais car je ne vois plus de voitures arriver. Merci Thomas. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, je ne vous cache pas que l'on essaye le plus possible d'être clair sur cette situation à l'intérieur de la capitale en plein cœur de Paris. Pas évident d'être concis tant les faits qui nous sont rapportés sont à la fois inquiétants et nombreux. Avec Grégory Coupil, le membre du syndicat Alliance Police. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez à la fois donc sur ces 3 explosions au Stade de France et sur ces fusillades en cours à Paris? Alors écoutez, moi sur les fusillades à Paris, ça va être difficile pour moi de vous en parler. Hein. Je suis actuellement au pied du Stade de France, donc effectivement, hein, on a plusieurs explosions. On partirait sur la thèse de minimum 2 attentats suicides. On a plusieurs blessés légers, des personnes blessées plus gravement. Voilà, en tout cas, c'est un choc pour tout le monde. Malheureusement, on a vécu les attentats de Charlie. Aujourd'hui, le Stade de France c'était un rendez-vous familial. On avait énormément de monde autour du stade et aux abords. Ce qui est arrivé est dramatique. Les forces de l'ordre sont en train de sécuriser les alentours du stade. Il y a des petites évacuations qui se font, petit groupe par petit groupe, parce qu'il faut savoir qu'il y a 80 000 personnes sur le stade et que ça serait un mouvement de foule et ça serait vraiment de la folie d'évacuer toutes les personnes en même temps. Donc voilà, et les forces de l'ordre sécurisent les alentours, bien évidemment pour garantir un maximum de sécurité pour toutes les personnes au moment de l'évacuation du stade. Il arrive rue de Charonne. Peut-être pas venir. Ça tire gros. Ça tire, recule. Recule gros, ça tire. Il vient de comprendre. Un peu plus loin, devant lui, des hommes tirent à l'arme automatique. Pas prendre une balle perdue, gros. Je les vois, ils sont devant. Qu'est-ce qu'ils tirent? C'est un attentat, je crois. Ouais, ça tire à la calache, non? Pistolet. Oh là là. Oh putain, vas-y, nique sa mère. Le chauffeur recule. Putain, ça tire sec. Cette soirée laisse une empreinte durable. Les adolescents de 2015 ont grandi avec le mot terrorisme comme bruit de fond. Les écoles organisent des minutes de silence. Les enseignants ouvrent des débats sur la liberté d'expression et la radicalisation. Cette génération 2015 est marquée par cette nuit. Plus consciente du danger, plus politisée, mais aussi beaucoup plus méfiante. Depuis le 13 novembre 2015, chaque année, des cérémonies se tiennent devant le Bataclan dans le plus grand silence.
Les noms des victimes sont lus un à un. En 2022, après 10 mois d'audience, le procès historique du 13 novembre s'achève. Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, est condamné à la perpétuité incompressible. 10 ans plus tard, le terrorisme a muté. L'État islamique n'a plus de territoire, mais ses idées circulent toujours. Aujourd'hui, la menace vient aussi d'Internet. TikTok, Telegram, forums anonymes, un djihad numérique est désormais diffusé dans nos téléphones. Par ailleurs, sachez que le gouvernement français a mis en place un numéro vert. Si vous sentez qu'un proche change brutalement, il existe donc une ligne gratuite et anonyme, le 0800 00 56 96. Nous voilà 10 ans après. 10 ans après les attentats les plus meurtriers que jamais connut la France. 10 ans. Ils voulaient semer la mort, vous avez rehaussé la vie. Ils nous ont rappelé que nos combats étaient universels et nous sommes là. Et nous tiendrons à vos côtés, demain encore. Pour vous, pour ceux qui ne sont plus, pour leurs enfants. Vive la République, vive la France. Les attentats du 13 novembre ont bouleversé la France. Ils ont changé nos rues, nos lois, nos regards. Mais ils ont aussi révélé notre résilience. Ce soir-là, 132 vies ont été volées, des centaines d'autres brisées. Pourtant, 10 ans plus tard, la France continue à se battre, non pas contre un ennemi, mais pour une idée, celle de vivre libre. À toutes les victimes du terrorisme, aux familles, aux héros de l'ombre et à ceux qui œuvrent chaque jour pour la paix, cette vidéo vous est dédiée. C'est la fin de ce grand décryptage. Merci aux équipes qui m'ont aidé bénévolement à la préparation de cette vidéo. Momo à la caméra, mon ami l'agent anonyme pour la sécurisation et la lumière, et puis Multi pour son aide au script. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, mais aussi à commenter et partager cette vidéo. C'est extrêmement important. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau grand décryptage ici sur Clair.